Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Lors de mon retour aux États-Unis il y a quelques mois, après l'extraordinaire série d'aventures dans les mers du Sud et ailleurs, le hasard me fit faire la connaissance de Monsieur Poe. il m'engagea fortement à rédiger tout de suite un récit complet de tout ce que j'avais vu et enduré. Et à me fier à la sagacité et au sens commun du public, affirmant, non sans raison, que si grossièrement venu que fût mon livre au point de vue littéraire, son étrangeté même, si toutefois il y en avait, serait pour lui la meilleure chance d'être accepté comme vérité. Il me proposa ensuite de lui permettre de rédiger à sa manière un récit de la première partie de mes aventures, d'après les faits rapportés par moi. Et de la publier sous le manteau de la fiction. J'y consentis. Et je stipulais seulement que mon nom véritable serait conservé. En dépit de l'air de fable dont avait été si ingénieusement revêtu mon récit. Le public n'était pas du tout disposé à l'accepter comme une pure fable, et plusieurs lettres furent adressées à Monsieur Poe, qui témoignait d'une conviction tout à fait contraire. J'en conclus que les faits de ma relation étaient de telle nature qu'ils portaient avec eux la preuve suffisante de leur authenticité, et que je n'avais conséquemment pas grand-chose à redouter du côté de l'incrédulité populaire. Mon nom est Arthur Gordon Pym. À l'académie, je me liais intimement avec le fils de Monsieur Barnard, capitaine de navire. Il s'appelait Auguste. Il était plus âgé que moi de 2 ans à peu près. Il avait fait un voyage avec son père sur le baleinier, le John Donaldson. Et il me parlait sans cesse de ses aventures dans l'océan Pacifique du Sud. J'allais fréquemment avec lui dans sa famille. J'y passais la journée et quelquefois toute la nuit. Nous couchions dans le même lit. Et il était bien sûr de me tenir éveillé presque jusqu'au jour, en me racontant une foule d'histoires sur les naturels de l'île de Tinian et autres lieux qu'il avait visités dans ses voyages. Je finis par prendre un intérêt particulier à tout ce qu'il me disait. Et peu à peu, je conçus le plus violent désir d'aller sur mer. Auguste avait une manière de raconter ses histoires de mer bien faite pour agir sur un tempérament enthousiaste comme le mien, sur une imagination quelque peu sombre mais toujours ardente. Ce qui n'est pas moins étrange, c'est que c'était toujours en me peignant les plus terribles moments de souffrance et de désespoir de la vie du marin qu'il réussissait à enrôler toutes mes facultés et tous mes sentiments au service de cette romanesque profession. De telles rêveries, de tels désirs sont fort communs parmi la très nombreuse classe des hommes mélancoliques, mais à l'époque dont je parle, je les regardais surtout comme des échappées prophétiques d'une destinée à laquelle je me sentais, pour ainsi dire, voué. Auguste entrait parfaitement dans la situation
de mon esprit. Cette année-là, la maison Lloyd et Vredenburg imagina de réparer et d'équiper pour une pêche à la baleine le navire le Grand Puce. C'était une vieille carcasse à peine en état de tenir la mer, même après qu'on eût tout fait pour la réparer. Monsieur Barnard fut chargé du commandement et Auguste devait partir avec lui. Pendant qu'on équipait le navire, il me pressa souvent avec instance de profiter de l'excellente occasion qui s'offrait pour satisfaire mon désir de voyager. Je résolus de partir à tout hasard. Et quand j'eus fait part de mon intention à Auguste, nous nous ingéniâmes à trouver un plan pour la mettre à exécution. J'étais nécessairement obligé d'abandonner beaucoup de choses à Auguste, employer la plus grande partie de la journée à bord du Grand Puce et s'occupant pour son père de divers arrangements dans la cabine et dans la cale. Après un mois environ passé de cette façon, il me dit enfin qu'il avait pourvu à tout. Je devais rejoindre mon camarade qui m'avait préparé une cachette à bord du Grand Puce. Cette cachette, m'assura-t-il, était installée de manière assez confortable pour y pouvoir rester quelques jours, durant lesquels je devais ne pas me montrer. Quand le navire aurait fait suffisamment de route pour qu'il ne pût pas être question de retour, alors, dit-il, je serais formellement installé dans toutes les jouissances de la cabine, et quant à son père, il rirait de bon cœur de ce joli tour. Auguste fut le premier à monter à bord du navire et je l'y suivis bien vite, sans avoir été remarqué par les hommes qui travaillaient. Auguste insista sur la nécessité de me cacher le plus promptement possible. Il me conduisit dans sa propre cabine. Il pressa, avec ses doigts, sur un certain endroit d'un tapis dans un coin de l'espace, en faisant voir qu'une portion du parquet avait été soigneusement détachée et rajustée. Sous la pression, cette partie s'élevait suffisamment d'un côté pour livrer en dessous passage à son doigt. De cette manière, il agrandit l'ouverture de la trappe à laquelle le tapis restait fixé par des pointes, et je vis qu'elle conduisit dans la cale d'arrière. Il alluma immédiatement une petite bougie à l'aide d'une allumette phosphorique et, plaçant la lumière dans une lanterne sourde, il descendit à travers l'ouverture en me priant de le suivre. Je fis comme il disait, et alors, il ramena la porte sur le trou au moyen d'un clou planté sur la face intérieure. De cette manière, le tapis reprenait sa position primitive sur le plancher de la cabine et toutes les traces de l'ouverture se trouvaient dissimulées. La bougie jetait un rayon si faible que ce n'était qu'à grand-peine que je pouvais trouver ma route à travers l'amas confus d'objets dont j'étais entouré. Cependant, mes yeux s'accoutumèrent par degrés à l'obscurité, et je m'avançai avec moins d'embarras, me tenant accroché au basque de l'habit de mon camarade. Il me conduisit enfin, après avoir rampé et tourné à travers d'innombrables et étroits passages, à une petite caisse cerclée de fer, excessivement étroite. Mon ami me montra alors que l'une des parois de la caisse pouvait s'enlever à volonté. Il la fit glisser de côté, et alors, il me montra l'intérieur, dont je me divertis beaucoup. Un matelas recouvrait tout le fond. Il y avait, entre autres choses, et elle contenait quelques livres, tous les genres de confort qui avaient pu être du papier, accumulés un petit dans baril un de biscuits, aussi petit espace. 3 ou 4 énormes saucissons de Pologne, un vaste jambon, une cuisse froide de mouton rôti et une demi-douzaine de cordions et de liqueurs. Me laissant toutefois une place suffisante pour me tenir à ma guise, soit sur mon séant, soit couché tout de mon long. Mon ami me montra alors comment fixer le côté mobile de la cloison, puis il prit congé de moi, en me laissant la lanterne et en me promettant de revenir me voir aussi souvent qu'il le pourrait, sans attirer l'attention. Nous étions alors au 17 juin